Nous avons le capitaine Juvin Brunet dans cette matinale. Bonjour mon capitaine, bienvenue dans la matinale de Géopolitique Profonde, Alexandre Juvin Brunet. Bonjour Nicolas, bonjour Raphaël, merci à tous les auditeurs et travailleurs très matinaux qui nous écoutent. Alors je rappelle, est-ce besoin, mais enfin on le fait à chaque fois, donc faisons-le à nouveau. Il était capitaine saint-cyrien de gendarmerie, il préside au comité de salut du peuple et de la foncière financière libre. Ça tombe bien parce qu'on va parler des deux, justement. Et puis peut-être débuter sur les aspects les plus politiques, donc le salut du peuple. Alexandre, et avoir vos réactions, parce qu'on ne les a pas encore eues, sur, en tout cas en ce qui nous concerne, sur Géopolitique Profonde, de la prise de pouvoir d'un homme qui est présenté comme providentiel et d'un certain nombre de personnes autour de lui qui font beaucoup parler, qui sont puissants, puissants financièrement, puissants médiatiquement, parce c'est le cas d'Elon Musk, il a un média considérable avec plus de 200 millions d'abonnés, donc il a des moyens de s'exprimer très importants. Qu'est-ce que, vu de France, vu du combat patriotique, vu du combat qui est le nôtre, qu'est-ce que vous inspire la prise de pouvoir de Trump et son hyperactivisme d'entrée? Bien, un optimisme modéré, dans la mesure où il faut, je pense, faire preuve d'une grande, non pas d'une grande méfiance, parce qu'il y a pour l'instant simplement des signaux faibles qui nous laisseraient à penser qu'il y a certaines choses qui n'ont pas encore été dites par rapport à un agenda et un agenda caché, mais plutôt donc des signaux faibles et donc de la prudence par rapport donc à Trump et à son administration, parce qu'on parle maintenant d'administration Trump. Prudence, car effectivement, ce qui va dans le sens un sens plutôt positif, alors positif pour les citoyens américains, hein, rappelons-le. Ce n'est pas les premiers, on va dire, bénéficiaires des décisions de Trump seront en premier lieu, et c'est tout à fait normal politiquement, les Américains. Donc les personnes qui s'émerveillent de l'élection de Trump, je pense qu'elles devraient modérer leur enthousiasme si elles ne sont pas tout d'abord citoyens ou citoyennes américaines, dans un premier temps. Ensuite, oui, effectivement, il y a 200 décrets qui viennent d'être pris. 200, faudrait-il d'abord les passer à la loupe pour voir si Trump, alors, va-t-il s'attaquer à des choses intéressantes? Oui, manifestement, il est en train de le faire quand il parle, par exemple, d'un aspect assez révolutionnaire qui serait, par exemple, de supprimer l'impôt sur le revenu. On l'a appris encore hier ou avant-hier. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire en termes de politique intérieure, bien sûr. Là où on peut se satisfaire de l'élection de Trump, c'est que ça peut apporter une forme de déstabilisation ou de relative instabilité vis-à-vis du bloc euro-occidental, disons, versé dans une forme de wokisme et de transgenrisme et toutes ces choses-là. Mais nos auditeurs, qui sont, je pense, majoritairement français et francophones aussi, il faut les saluer. Parce qu'il y a beaucoup de francophones à travers le monde Oui. qui vous écoutent, ne doivent pas oublier eh bien, que nous sommes face à un impérialisme. Donc, que l'impérialisme se teinte de wokisme, de transgenrisme et, on va dire, d'expansionnisme, ou que l'impérialisme maintenant devienne un peu plus isolationniste et soit un petit peu plus traditionnaliste, ça reste malgré tout un impérialisme. Donc, les Français, je suis français, donc je vais parler pour certains Français qui me font confiance, parce que je suis aussi leur porte-voix pour certains, enfin pour beaucoup, les Français qui se satisfont de l'élection de Donald Trump ne doivent pas oublier que nous sommes face à un empire dont la capitale est Washington, et nullement la France, et nullement Paris. Donc, si nous nous émerveillons pour les États-Unis, nous ne devons pas être ces esclaves qui s'émerveillent dans l'Empire romain que leur dominus vient de gagner la dernière joute au Colisée avec ses propres gladiateurs. Nous sommes actuellement des sujets de l'Empire américain. La France n'est pas indépendante. Donc, nous ne devons pas nous enthousiasmer de l'élection de Donald Trump. Nous devons la prendre comme, si nous sommes patriotes, si nous sommes souverainistes, si nous voulons l'indépendance réelle de la France,
nous devons la prendre, je pense, comme un facteur qui pourra, le cas échéant, nous aider dans une longue marche, très longue marche périlleuse vers l'accession à notre indépendance recouvrée. Notre indépendance recouvrée. Car je le dis et je le répète à tous nos concitoyens français, nous avons perdu cette indépendance malheureusement durant la campagne de France de mai-juin 1940. L'indépendance se consacre par les armes, par la défaite par les armes ou par la victoire par les armes. Et quand en 1940 nous avons perdu la campagne de France, dès lors, à partir de 1945, nous n'avons été qu'autonomes. Nous n'avons plus jamais été indépendants. Et De Gaulle nous a permis simplement de retrouver une forme d'autonomie stratégique recouvrée, mais jamais une indépendance. Donc je dis bien à nos concitoyens, la tâche va être rude et le chemin va être long. Mais commencez tout d'abord par ne pas vous émerveiller d'être des esclaves de votre dominus dans l'Empire américain. Oui. Néanmoins, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'un souverainiste, même si en effet il va défendre d'abord les intérêts de son pays, c'est là indéniable, il l'a dit d'entrée, ait réussi. Comment expliquer qu'aux États-Unis, ils y soient arrivés? En tout cas, ça sera bien dans le sens des intérêts du peuple américain, hein, la working class dont parle Guy Lui, qui ne veut pas mourir et qui a porté Trump, leur héros, leur champion, à la tête de l'État américain. Et pourquoi est-ce que nous en sommes encore à faire ce surplace politique? Les urnes ont abouti à un résultat de blocage complet du pays. Zéro ou pratiquement zéro représentant du peuple français élu qui a à cœur rien d'autre que l'intérêt du peuple de France. Comment peut-on en être arrivé à un pareil écart? Et qu'est-ce que, éventuellement, je repose la question tarte à la crème, est-ce que certaines choses qui se sont déroulées et développées aux États-Unis pourraient nous inspirer demain? Pourquoi sommes-nous tant obnubilés par les États-Unis? Tout simplement parce qu'il s'agit de la capitale impériale. Donc tout le monde sait que ça se joue là-bas. Et qu'ensuite, ce qui se passe au cœur de l'Empire américain, dont nous sommes les sujets, je le rappelle, va ensuite impacter l'ensemble des sujets, et devrais-je dire des colonies. Donc, si les Français ne comprennent pas que nous sommes une colonie américaine et que dans ce sens-là, beaucoup de choses qui se passent au cœur de l'Empire auront ensuite des répercussions sur le reste des colonies, ils ne comprendront rien. Ils ne comprendront rien, par exemple, de la désindustrialisation française. Parce que partie de la désindustrialisation française est liée, par exemple, non pas à la mondialisation heureuse ou malheureuse, mais bien à des rachats agressifs des Américains qui nous ont pris, je ne vais pas dire tout, mais au moins une bonne partie de notre tissu industriel. Maintenant, pour revenir à votre question, par rapport aux États-Unis et par rapport donc à ce qui s'y passe. Les États-Unis, je pense que Trump commencera à être politiquement très intéressant. Il l'est déjà, bien sûr. Il est parvenu au pouvoir, il a déjoué les pronostics, il est allé à l'encontre de toute une nomenclatura wokiste et de toute une intelligentsia progressiste, enfin gaucho-progressiste, biberonnée par Soros pour atteindre le pouvoir. Il a réussi en s'appuyant sur la working class dont vous parlez. Il a réussi à le faire. Et c'est une performance. On ne peut que le saluer, que le reconnaître. Voilà, là-dessus, il a été victorieux. Maintenant, va-t-il s'attaquer à deux choses? Les deux choses qui tiennent l'Empire américain. Et dont parlait déjà Eisenhower, je rappelle, qui était le général en chef, le généralissime des armées alliées en 1945, et qui a été ensuite président des États-Unis, quand il disait que tout est tenu aux États-Unis par le complexe militaro-industriel, le CMI. Donc, si Trump va dans le sens du CMI, qu'il n'en touche pas un seul cheveu, qu'il en maintient les prérogatives, la puissance et qu'il en alimente l'industrie, premier point, Trump n'aura pas touché au cœur, en fait, du système. Cœur du système qui repose également sur la Fed, la Federal Reserve, qui n'est rien d'autre que privé, qui n'est pas du tout fédéral. Donc, si Trump
a un agenda cette fois-ci caché contre la Fed et contre le complexe militaro-industriel et que progressivement, il s'attaque en fait à ses prérogatives privées qui justement empêchent le citoyen américain d'avoir une parfaite maîtrise de son destin parce qu'une partie de son destin est conditionnée par des intérêts privés ultra puissants qui conduisent la politique intérieure comme la politique étrangère. Si le président Trump s'attaque à cela, alors là oui, nous serons face à une authentique révolution, et non pas de palais, mais une révolution sociétale. Une révolution sociétale. C'est le point le plus important. Donc, évacuons un petit peu l'écume de 200 décrets qui veulent dire beaucoup de choses et en fait pas grand-chose. Allons à l'essentiel. Le cœur du pouvoir, c'est le complexe militaro-industriel et c'est la Fed. Alors, d'ailleurs, démarche intéressante, et j'en finirai ici. Trump a produit une crypto-monnaie qui a et il va en faire une d'ailleurs en partenariat avec Musk, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Musk d'ailleurs qui m'énerve depuis plusieurs jours. Et il commence vraiment à m'énerver, cet homme-là, parce qu'il est en train de rebaptiser toutes les mers et tous les canaux du globe. Donc la Manche doit devenir le canal George Washington. Ça ne nous empêchera pas, avec Cambronne, de leur dire merde de l'autre côté de la Manche. Ou de leur dire Mafa. Je leur ai répondu Mafa, en leur rappelant que l'Amérique a été tout d'abord a été française et monarchique, donc c'est sous le principe du roi, et française. Hein, le tiers des États-Unis d'Amérique actuels, le tiers du pays avait été français. Hein. Donc je vais leur dire à tous ces gens-là, il reste d'ailleurs des Français qui parlent le français d'époque, les Acadiens et j'en passe, je vais leur dire Make America French again. Hein, French again, voilà. Make America French again. Voilà. Redevenez français. Pas seulement la Louisiane. Voilà. Vous atteindrez une forme de grandeur, vous aussi. Bref. Nous, on a 1528 ans d'histoire. Eux, ils en ont péniblement 250. Revenons aux choses importantes. OK ? Maintenant, pour répondre à votre question, donc, oui, Trump pourrait commettre une surprise s'il touche donc à ses intérêts fondamentaux. Et pourquoi nous, ça patine en France ? Parce que nous sommes simplement un pays, non plus de citoyens libres, émancipés, fiers d'être indépendants, mais nous sommes des sujets. Donc les gens disent oui, la monarchie c'est pas bien, on a bien fait de faire la révolution. Ben oui, super. Donc tu as fait la révolution il y a 230 ans, tu n'es plus sujet du roi, maintenant tu es sujet de l'Empire américain. Fantastique. Tu n'es plus un sujet, tu es d'ailleurs un consommateur. Et tu seras bientôt un objet. Voilà, qu'on emmènera à la benne à recyclage. Donc voilà ce qui s'est passé et voilà de quel statut nous sommes, de quel piédestal nous, Français, sommes tombés pour beaucoup de raisons historiques que j'explique et que d'autres expliquent bien mieux que moi, Marion Sigaud, Alain Escada, qui a J'invite d'ailleurs à aller voir du côté de chez Civitas International, Alain Escada, il y a 4 jours, a parfaitement bien et avec détail expliqué l'entourage de l'administration Trump. Qui est tenu par quoi. Son analyse est très intéressante. Il y a des catholiques. Il y a des catholiques cette fois-ci, contrairement à la dernière fois. Alors oui, mais justement, c'était un évangéliste. Oui, mais il explique par exemple J.D. Vance, par exemple, par qui il a été financé. Entre autres par Peter Thiel, par une partie des... Voilà. Absolument. Oui, on a fait avec Laurent Ozon une émission sur ce sujet. Peter Thiel, qui est, comme Elon Musk, un grand transhumaniste, un grand promoteur du LGBT. Oui, enfin, on ne peut pas être catholique tradit et être grand promoteur du LGBT, c'est incompatible. Chacun son orientation sexuelle. Mais bon, je ne suis pas là pour en parler. Alain Escada en parle bien mieux que moi. Certes, Robert Kennedy Jr. est catholique aussi. C'est la famille Kennedy. Ce sont des Irlandais. Voilà. Il y a ça aussi. Oui, d'ailleurs, si encore une fois, on refait la boucle. Si demain Trump devait s'attaquer à la Fed, il faudrait qu'il se rappelle le sort de l'infortuné John Fitzgerald. Ah oui. Qui, parmi toutes ses actions, avait essayé de tout doucement déboulonner la statue de la Fed. C'est ça, en fait. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles il a été, je pense, assassiné. C'est parce qu'il avait voulu, en fait, justement refédéraliser
c'est pas collectivisé, on n'est pas communiste. Il a voulu refédéraliser, rendre public de nouveau, eh bien, la Federal Reserve. Et mal lui en a pris, malheureusement. Et puis arrêter la guerre du Vietnam, et puis ne pas faire des casus belli avec Cuba, autant Et de c'est choses. là, voilà, et c'est là précisément vous revenez aux deux Exactement. mamelles de l'Empire américain, c'est-à-dire le complexe militaire industriel, les guerres. D'ailleurs, Johnson, vous avez parfaitement raison, était parti lié. Johnson, qui a pris la suite de Kennedy, était parti lié avec le complexe militaire industriel. Et donc, en plus, il voulait arrêter les guerres et en plus, il voulait toucher à la Fed. Donc, il a touché aux deux choses qu'il ne fallait pas, Surtout auxquelles il pas. ne fallait pas toucher. On est bien d'accord, Alexandre. Mais alors, néanmoins, après tout, c'est l'exotisme local américain. C'est un empire, mais c'est aussi leur exotisme. C'est leur façon de fonctionner en tant que souverainiste, hein, en tant que patriote. Nous le voyons autrement, même si la logique paraît, semble-t-il, la même. En tout cas, en partie la même. Est-ce que la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous, par rapport à cela, est-ce que c'est parce que nous sommes le pays de la Révolution française, parce que il y a une chape de plomb plus lourde, infiniment plus lourde en France qu'elle ne peut l'être aux États-Unis et même des autres pays européens où on voit aujourd'hui qu'il n'y a plus aucune opposition véritablement sérieuse au système, alors qu'en Allemagne, l'AfD, c'est une véritable opposition. La Grande-Bretagne a fait le Brexit. Vous avez des pays, vous avez l'Autriche, vous avez tous ces pays qui aujourd'hui refusent l'ordre de l'Union européenne. Donc, est-ce que c'est parce que la chape de plomb est plus difficile que nous avons du mal à émerger en ce qui nous concerne, ou bien est-ce que c'est parce que c'est un peuple, j'ai envie de dire de façon un peu condescendante, mais je le dis quand même, est-ce que c'est parce que le peuple français, le peuple de France, est un peuple, je dirais, beaucoup plus fatigué que le peuple américain et qu'il a du mal à sortir du carcan européen et mondialiste? Vous avez raison sur ce dernier point. Le peuple français est extrêmement fatigué. Il a été extrêmement querelleur, voire rebelle, et beaucoup d'énergie a été mise en place par le système pour casser cette rébellion depuis 2018. Hein, vous savez, avec les Gilets jaunes, bien sûr, et des rébellions successives, des jacqueries successives. Il y a eu la jacquerie Gilets jaunes, il y a eu une petite jacquerie plus gentille qui était la jacquerie anti-pass. Puis encore une jacquerie, cette fois-ci, l'essence de la jacquerie, c'est paysan. Donc il y a eu une jacquerie depuis un an qui est une jacquerie paysanne. Donc toutes ces jacqueries successives montrent que les Français n'ont pas envie de se laisser faire, mais à la fin, eh bien, on ne peut que, entre guillemets, j'ai pas envie de le saluer, mais reconnaître eh bien, que beaucoup d'efforts, énormément d'énergie a été mis en place par le système pour tout d'abord désarmer moralement le Français avant même qu'il ait l'envie de se lever. Je l'observe autour de moi. Je peux vous garantir que c'est une catastrophe. Le nombre de Français qui n'ont même plus envie de se battre et ne savent même plus pourquoi se battre est extraordinaire, en fait. Alors oui, ils vont se battre 2 heures ou 3 heures. Ils vont se battre derrière un écran. Ils vont se battre derrière un partage X, Twitter, YouTube, TikTok, où j'en passe. Mais ceux qui sont vraiment capables de se lever, faire le sacrifice de leur confort ou de ce qui reste de leur confort pour quelque chose de plus grand, je peux vous garantir, c'est qu'une poignée. C'est qu'une poignée. Parce que ce n'est pas que les Français soient faibles. Il ne faut pas oublier toute la stratégie, toute l'ingénierie, la mécanique de précision parfois, qui a été mise en place de façon systématique pour broyer. La seule personne qui levait la tête, voire levait le doigt, était systématiquement prélevée, coupée, incarcérée, judiciarisée ou hospitalisée. C'est ce que je veux dire. Donc, là, il faut bien comprendre, j'espère que les Français le comprendront, j'espère que la France, pour l'État profond avec les États-Unis, bien sûr, avec d'autres pays, est un des joyaux de la couronne. Et un des joyaux de la couronne mondialiste. Voilà. Et si ce joyau tombe, eh bien c'est la couronne qui tombe. Et en tout cas, elle aura beaucoup moins d'éclat et beaucoup moins de puissance, beaucoup moins d'influence, beaucoup moins de magnétisme. Voilà pourquoi il sert de façon aussi dure
la France et les Français, c'est pour asphyxier toute inspiration de rébellion, de révolte, voire de main révolutionnaire. Ils veulent l'asphyxier absolument. Et donc, c'est pour cela qu'il faudra une poignée de résistants, ou plutôt, en tout cas, d'apnéistes professionnels dans les premiers temps qui vont répondre à cette asphyxie et malgré tout, faire l'effort nécessaire sans oxygène, en anaérobie, pour se battre, même sans oxygène, même sans argent, même sans espoir, même sans aide extérieure, même sans quoi que ce soit. Il faut des Français qui puissent se lever et se battre pour leur liberté recouvrée, tout simplement, pour leur indépendance recouvrée. C'est la seule chose à faire. Mais beaucoup de personnes préfèrent se vautrer dans un matérialisme confortable et on revient et on reste dans cette matrice presque démoniaque de la Boétie qui avait parfaitement décrit tout cela. Les personnes préfèrent souvent leur sécurité physique, sécurité alimentaire à leur liberté. Voilà. Sauf que la sécurité, je vous le rappelle et je vous le martèle, chers amis, la sécurité n'est que l'allié et n'est que la condition sine qua non pour que vous soyez libre. Donc la liberté ne doit pas être taillée au principe de la sécurité. Jamais. Jamais. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.